le théâtre avait sa place dans cette histoire-là, et ensuite d'avoir le courage de dire que oui, en tout cas de l'essayer, parce que c'est vrai qu'il n'est jamais facile de faire un spectacle avec des thématiques un peu complexes, mais surtout quand elles sont si réelles, et quand on parle de choses qu'on n'a pas vécues personnellement, parce qu'on a le droit de faire ça, enfin voilà, ça pose plein de questions. Voilà, en gros. Parlez-nous de votre théâtre de rue, Hagatiach. Donc c'est le résultat de tout ce travail dont je venais de vous parler. Donc c'est la pièce de théâtre qui se joue dans la rue, dans l'espace public, parce que pour moi c'était un espace absolument démocratique, qui était égal pour tout le monde, qui est gratuit, s'il pleut, il pleut pour tout le monde, s'il fait 35 degrés, il fait 35 degrés pour tout le monde, voilà. Donc ça en général, j'aime bien l'espace public pour ces raisons. Et en ce qui concerne le génocide des Tutsis, ça m'a apparu une évidence parce que c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que cet espace public qu'on connaît, qui est rassurant, qu'on apprécie, qu'on traverse tous les jours, d'un coup, à l'intérieur du drame, il bascule et il devient le théâtre des atrocités, à ciel ouvert, devant tout le monde, dans la rue, là, comme ça, quoi. Donc c'était évident pour moi de demander à l'espace public de raconter cette histoire, en fait, et voilà, de redevenir ce danger potentiel, cette menace qui, comme il a pu être ici en 1994. Planifiez-vous de la jouer ou tourner au Rwanda? J'aimerais bien, mais j'aimerais bien que ce soit dans le cadre d'un projet réfléchi, en mettant l'accent sur la rencontre en fait. Et du coup, là, le séjour qu'on est en train d'effectuer me donne encore plus envie, puisqu'il y a des artistes ici qui font déjà du travail, il y a des associations, donc je pense que ça serait plus intéressant, plutôt que de venir simplement jouer le spectacle, de réfléchir vraiment à un projet où on peut mélanger toutes ces personnes autour de l'artistique. C'est une des forces de l'artistique aussi, c'est qu'il fédère en fait, c'est que du coup, on peut facilement avoir un projet commun. Je crois assez à ça, à la communauté des projets. Donc oui, j'aimerais bien du coup mélanger les comédiens français et les comédiens rwandais, enfin voilà, faire un travail plus de mélange. Et du coup, ce qui est bien aussi avec un spectacle vivant, ça s'appelle, donc ça veut dire, moi je l'entends comme n'étant pas figé. Donc là c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer un peu partout avec cet outil-là et le transformer, et c'est mouvant, on reste libre en fait. Sur quel projet littéraire travaillez-vous en ce moment? Je ne vais pas être très originale sur le Rwanda. Et en fait, lors de mon dernier voyage, j'étais pas venue toute seule, j'étais avec une artiste plasticienne. On a fait en fait tout un chemin sur les sites mémoriels. En fait, on est en train de travailler sur mettre en parallèle les lieux de mémoire symboliques, comme peuvent l'être justement un spectacle, avec les lieux de mémoire réels, tels que sont les sites mémoriels ici au Rwanda. Donc faire coexister ces deux espaces. Donc ça, on travaille là-dessus pour le printemps 2015. Quels sont les auteurs du continent qui vous inspirent? Les auteurs du continent, de l'Afrique? Du continent africain. Senghor évidemment. Si on peut étendre l'Afrique aux Caraïbes, moi je suis vraiment une enfant de Césaire et d'Édouard Glissant. Édouard Glissant, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait beaucoup réfléchir, et Césaire aussi. Somi Labutansi, après pour revenir un peu dans les terres. Et puis après en Algérie, Kateb Yassine, en théâtre, c'est quand même une grande référence. Et bien sûr tous les auteurs de Rwanda, écrire par devoir de mémoire, que j'ai tous lus, relus et relus, qui ont apporté beaucoup dans mon travail de recherche. Voilà, donc je remonte plutôt sur des auteurs assez anciens en fait, dans ces fondements-là. Merci. Merci à vous. Vous commencez quand vous voulez. Ok. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous bien vous présenter et nous parler de votre parcours artistique? Je suis Monique Boudou. Je suis du Burkina Faso. Voilà, j'ai publié un roman, un peu de poésie, nouvelle aussi. Et puis un essai sur les conditions de vie des femmes de mon pays.
Parlez-nous de votre rencontre avec le Rwanda. Ah, le Rwanda. Bon, comme tout le monde, en 1994, donc, on a suivi les tragiques événements. Et c'est vrai qu'on se sent impuissant. On voit ce qui se passe. Et puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Je me souviens notamment avec le chargé de la communication de l'UNICEF et d'autres personnes participer à, je crois que c'est du, vous savez, les sels de réhydratation là, qui avaient été achetés par l'UNICEF, je pense, pour envoyer aux enfants. Mais vous voyez, quand on est seul dans son coin, c'est surtout qu'on se sent impuissant parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, quand 2 ans plus tard, on s'est retrouvés à Lille et qu'en discutant de l'idée donc à germer, comme les autres, je crois que j'ai tout de suite adhéré. Et puis on a fait confiance à Maïmouna, à Noki. Et puis ça s'est organisé et on est venu ici en 98. On a passé 2 mois. C'est vrai qu'à l'époque c'était encore récent et même si nous nous étions engagés à écrire, quand je suis retournée au Burkina, je ne pensais pas pouvoir écrire parce que j'étais comme tétanisée, anéantie, je ne pouvais pas. Je disais qu'est-ce que je peux dire et de toute façon, même si j'arrive à écrire, qu'est-ce qu'un écrit peut faire face à une telle situation. Mais en même temps, on ne dort plus aussi parce qu'il y a toutes ces images qui vous hantent et tout. Donc j'ai écrit d'un trait ce roman qui s'appelle Morekatete. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce roman, plus sur ce roman? Morekatete. Voilà. Même le titre, quand on m'a expliqué ce que signifiait ce prénom, c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé. Et puis j'ai voulu, au lieu de donner un titre, parce que j'ai pensé à des titres qui étaient un peu plus pessimistes, un peu plus triste ou noir et finalement je me suis dit il vaut mieux ce nom-là qui est porteur d'espoir parce que pour moi Morekatete c'est vraiment ce que j'avais envie de dire au Rwanda, aux Rwandais, aux Rwandaises, voilà. Donc c'est un roman où je fais se rencontrer un soldat du FPR et une, on va dire, rescapée. On l'a laissée pour morte au bord de la route et puis elle a été sauvée donc par ce soldat. Et plus tard, ils vont s'aimer, mais c'est un amour impossible en même temps. Voilà un peu l'histoire. Et à la fin, je mets en scène aussi un autre couple, Soline et Aloïs. Et ceux-là, c'est ce que je voulais justement qui porte cet espoir-là. Je voulais finir sur une note d'espoir avec 2 jeunes qui ont vécu la tragédie, mais qui regardent comme ça vers le lointain. Et j'ai fini un peu avec ça pour dire qu'il faut tous regarder vers l'avenir, le futur, même si, et c'est pour cela que nous étions venus d'ailleurs, puisque le projet s'intitule Rwanda écrit par devoir de mémoire. Donc ça veut dire que nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons pas que les gens oublient, mais il faut aussi que les Rwandais aient la force d'aller au-delà et qu'ils poursuivent leur chemin, parce que leur histoire ne doit pas s'arrêter au génocide. Que pensez-vous de la place de la littérature en Afrique et de l'importance de sa promotion? La littérature en Afrique, vous savez que la littérature a joué un si grand rôle dans l'émancipation des peuples africains. Tous ces auteurs, la négritude et d'autres, plus tard, oui. Maintenant, ce qui peut-être a manqué entre-temps, et on le comprend parce qu'après les indépendances, il y a eu des dictatures et les intellectuels, les écrivains ont souvent dû s'exiler. Et donc, leur voix n'était plus peut-être assez forte. Et moi, je dis parfois que ce silence-là, on l'a bien ressenti, notamment lorsque les peuples en Afrique ont dû encore se battre pour leur liberté, contre justement des dictatures. La parole a fusé ailleurs
que, disons, chez les intellectuels. Et peut-être que ce projet-là aussi était comme un rêve pour nous, de renouer avec ces illustres aînés-là, et peut-être d'avoir une voix plus forte parce que nous sommes ensemble, parce que même si l'écriture c'est un acte individuel, le fait de se retrouver, de parler, c'est vrai que ça nous a donné, ne serait-ce que pendant quelque temps, l'illusion qu'on pouvait recréer ce genre de mouvement d'intellectuels ou d'écrivains qui s'investissent, qui s'engagent et qui prennent la parole sur une cause concernant l'Afrique. Donc je pense que ça peut beaucoup de choses. Je dis souvent que c'est par l'émotion souvent qu'on approche des tragédies comme le génocide des Tutsis ou même la Shoah. Je me souviens, les premiers livres que j'ai lus sur cette histoire de l'Holocauste, c'était des romans. Et puis après, j'ai voulu en savoir plus et j'ai été peut-être chercher maintenant des livres d'histoire pour mieux comprendre. Donc la littérature, c'est vrai, elle peut très peu de choses, mais en même temps, elle peut beaucoup parce qu'elle peut justement attirer l'attention, elle peut émouvoir et elle peut inciter à peut-être réfléchir au-delà et à chercher donc des solutions à nos mots. Donc les mots MOTS peuvent parfois aider à soigner les mots MAUX. Donc je crois fermement que ça peut, voilà. Ne serait-ce qu'en écrivant des histoires qui peuvent émouvoir, ça peut beaucoup de choses. Sur quel projet littéraire travaillez-vous en ce moment? C'est vrai que depuis quelques temps, je n'ai pas publié beaucoup de choses. J'ai publié peut-être nouvelles, récits, mais oui, c'est pas que la matière manque, mais c'est simplement parce que quand vous êtes parfois à certaines fonctions, et il faut peut-être pas que les gens mélangent, que vous savez, on ne fait pas, surtout chez nous, enfin en tout cas chez moi, mais je pense que c'est un peu partout, la distance entre l'écrit, l'œuvre et l'auteur, on ne fait pas toujours cette distinction-là. Et donc, alors que votre imagination, elle se nourrit de votre réel. Et mon réel depuis une dizaine d'années, sinon plus, si j'écris autour de ça, il peut y avoir des confusions. Et c'est pour ça que même si j'écris, je n'ai pas publié grand-chose. J'ai publié surtout un essai et puis des petites histoires, mais la matière existe. Et ce que j'ai écrit, c'est mes écrits souvent ça tourne autour de héroïnes, donc des femmes, parce que le combat, mon combat aussi, chez moi et ailleurs, c'est vraiment pour que les droits des femmes soient reconnus, pour que l'égalité entre hommes et femmes soit reconnue. Donc oui, j'ai quelques histoires comme ça, mais aussi sur la vie politique dans mon pays, en Afrique en général. Donc j'ai, oui, un roman fini depuis plusieurs années que je peux publier. J'ai beaucoup de nouvelles, j'ai de la poésie aussi, et puis j'écris toujours. Y a-t-il un extrait de Murekatete que vous connaissez par cœur? Que je connais par cœur, non. Que je connais pas par cœur. Non, je ne connais pas par cœur. C'était juste pour lire, ça va. Et pour finir, en tant qu'auteur et femme africaine, y a-t-il un message que vous aimeriez faire passer dans le cadre de la 20e commémoration du génocide? Oui. Vous savez que je tenais à venir. C'est pas toujours facile de se libérer et dans mon cas d'avoir même une autorisation pour venir, mais je voulais venir parce que je me suis engagée avec les autres il y a 14 ans, même 16 ans maintenant, et je tenais à venir revoir le Rwanda. J'ai été invitée pour le 10e anniversaire, mais malheureusement je n'ai pas pu au dernier moment, et donc j'ai tout fait pour être là. Et ce que j'ai vu me réconforte. Ce que j'ai vu comme changement dans la ville, ce que j'ai vu comme visage du nouveau Rwanda, cette jeunesse. Et puis je dis toujours une société qui prend en compte les femmes,
les jeunes et qui essaye de leur donner les moyens de participer à son développement, cette société ne peut que réussir. Donc je repars confiante que le Rwanda va réussir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Voulez-vous bien vous présenter et nous parler de votre parcours artistique? Alors, je suis un écrivain sénégalais, surtout un romancier. J'en ai publié un certain nombre, quelques essais aussi, c'est-à-dire des textes sur la culture, sur la politique, par exemple sur la globalisation, sur le Rwanda, sur le génocide des Tutsis au Rwanda. J'enseigne en ce moment à l'université Gaston Berger, au nord du Sénégal. Et c'est bien qu'on fasse cet entretien pour l'Académie de la langue et de la culture du Rwanda, parce qu'à Saint-Louis, j'enseigne la littérature de langue wolof. Et j'ai un ami qui fait le même travail pour la langue pulaar. Et une nouvelle faculté a été créée là-bas, qui est vraiment très très concentrée sur les questions linguistiques et culturelles. Mais voilà, je suis né à Dakar en 1946. Ça fait assez longtemps. Et puis, voilà, je crois que c'est bon. Parlez-nous de votre rencontre avec le Rwanda et du roman Murambi, le livre des océans. Ça date, je crois... si on doit parler de la première rencontre, je dirais que, avant même de savoir que je viendrais ici au Rwanda, après les événements de 1994, j'ai écrit un roman intitulé Le Cavalier et son ombre. Et dans ce roman, qui était mon 4e livre, je consacrais quelques pages au Rwanda. J'ai parlé du génocide, j'ai parlé du drame rwandais, mais je ne savais pas du tout ce qui était arrivé dans ce pays. Puis peu de temps après la sortie de ce roman, 2 amis, dont l'une, Maïmouna Coulibaly, est ici avec nous à Kigali, et un journaliste tchadien. Maïmouna aussi est un journaliste d'ailleurs, formé à Lille, en France. Ils ont décidé d'organiser quelque chose autour du génocide des Tutsis du Rwanda, parce qu'ils avaient constaté que les écrivains africains, que les intellectuels d'une manière générale, n'en avaient pas beaucoup parlé. Et puis ils ont monté leur projet. Nous sommes venus ici et ça a été en août 1998 ma première rencontre physique avec le Rwanda. Et évidemment, le but de cette expédition, avec 10 écrivains venus de différents pays africains, c'était que chacun écrive quelque chose sur ce qu'il aurait vu, compris, entendu ici au Rwanda. Nous sommes restés 2 mois, le mois de septembre. Nous sommes partis, rentrés chez nous avec notre moisson d'émotions, d'idées de fête, de questions aussi. Parce que c'était difficile de comprendre comment c'était arrivé. On est toujours un peu perplexe face à une cruauté aussi extrême. Mais aussi, on s'est demandé, mais comment se fait-il qu'on n'avait rien compris? On n'avait rien entendu. Pourtant, les télés, les radios du monde entier avaient parlé du génocide des Tutsis. Et donc, oui, cette première rencontre, ça a été un choc très violent, une violence à la mesure de celle que nous avons constatée ici. Et les livres ont été écrits, et le mien,
s'intitule Mourambi, le livre de Rousseau. Il a été publié en l'an 2000, l'édition Stock, et puis réédité. Maintenant, il a été traduit en plusieurs langues. On est même de le traduire en catalan, qui est la langue du Pays Basque, en Espagne. Comment voyez-vous la mémoire panafricaine du génocide contre les Tutsis et comment l'envisagez-vous dans le futur? Ben écoutez, il y a le monde idéal, ce qu'on voudrait, et il y a le monde réel, le monde tel qu'il est. Et quand je dis ça, je pense à l'attitude des Africains vis-à-vis du génocide du Rwanda. On n'a pas du tout l'impression qu'ils ont compris. Vous savez, ce sont le seul moment dans la vie africaine où fonctionne ce qu'on appelle le panafricanisme, c'est pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on se retrouve pour jouer les uns contre les autres, chacun brandit son drapeau, il y a un vainqueur, et puis c'est terminé, quoi. Bon, je caricature, j'exagère un peu, il y a des efforts qui sont faits. Oui, l'Union africaine fait de son mieux, etc. Et même sur le génocide des Tutsis, l'Union africaine a fait voilà, son sommet à Kouroupa. Ils ont produit un rapport qui est très bon, intitulé « Un génocide évitable », qui pouvait être évité, signifiant malheureusement que au moins 1 million de personnes ont été tuées uniquement parce que ceux qui étaient en charge, ceux qui avaient le pouvoir de décider, ont été incapables de prendre les décisions qui s'imposaient. C'est tout. Et puis bon voilà, il faut se souvenir que pendant le génocide, c'est un Africain, Boutros Ghali, qui est secrétaire général de l'ONU, et que son adjoint, chargé des opérations de maintien de la paix, est lui aussi un Africain, le Ghanéen Kofi Annan. Et quand on critique l'ONU, c'est aussi une façon de critiquer l'Afrique. Donc oui, ça c'est vraiment le mauvais côté des choses. Il y a beaucoup à apprendre. Ce n'est pas tout, parce que aujourd'hui, 20 ans après, lorsque moi je regarde sur le net les journaux sénégalais, je suis désolé, pour ce que j'ai pu constater, seul un journal qui s'appelle L'Observateur a consacré un très bon article d'ailleurs au génocide de Tutsis. Les autres, voilà, pour eux, il ne s'est, depuis 20 ans, il ne s'est rien passé. Et ça, je crois que ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup sur le manque de respect que nous avons pour nous-mêmes. Donc oui, mémoire panafricaine, du génocide, il faut le voir surtout comme un chantier immense qui, je suis désolé, n'a pas encore été ouvert. Ce que j'ai dit du génocide des Tutsis du Rwanda, c'est valable pour la guerre civile au Libéria. C'est valable pour la guerre civile en Sierra Leone et pour beaucoup d'autres situations. Je pense que dans l'histoire de l'Afrique indépendante, le seul moment où le continent a été à la hauteur des enjeux, a relevé un défi colossal, ça a été dans la lutte contre l'apartheid. Du très bon travail a été fait. Je me rappelle, à l'époque, dans toutes les classes du Sénégal, il était écrit au-dessus du tableau, en face des lycéens, en face des écoliers, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, parler du génocide des Tutsis à un enfant, à un lycéen, à un étudiant, mais vraiment, sur 100, vous en aurez 1 ou 2 qui comprendront
de quoi vous parlez. Et les intellectuels eux-mêmes ne se montrent pas pour le moment à la hauteur. Il faudra espérer que ça change. Prenez une bibliographie sur le génocide et vous trouverez des auteurs américains, des auteurs belges, français, qui d'ailleurs font du très bon travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'on va devoir les critiquer. Parmi eux, il y a quelques voyous qui écrivent à peu près n'importe quoi. Ça, c'est indéniable. Des gens comme Payan, comme Letjens, etc. C'est rien du tout. Mais si vous prenez Chrétien, Dupaquier, de Saint-Exupéry, Laure de Vulpian, Gurevitch en Amérique, Colette Brackman en Belgique, vous avez de très bons textes qui sont faits. Et en face, qu'est-ce qui est fait par les historiens ivoiriens?